On peut commencer. On recommence. Je sais pas dire. Bonjour à tous. Bienvenue pour les 10e Afterwork de la SSHA. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Muriel Jacot. Muriel que je connais bien parce qu'on est dans le même laboratoire, donc laboratoire d'ingénierie des biomolécules, donc de l'ENSAIA de Nancy, l'Université de Lorraine. Donc Muriel, donc, elle est maître de conférence à l'ENSAIA depuis quelques années, et puis donc elle a ensuite créé une start-up, Lyricis, donc qui a été reprise ou rachetée par Givaudan. Et tu as travaillé pendant quelques années chez Givaudan avant de revenir en juin L'année dernière. voilà, au laboratoire pour nous Vachement. faire profiter de son expertise et de son expérience dans le domaine de l'analyse sensorielle, sachant qu'elle continue toujours à travailler avec Givaudan dans le cadre d'une chaire industrielle. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Sylvie qui va présenter rapidement la SSHA avant de passer la parole à Muriel pour la présentation. Merci Joël. C'est très compliqué parce que je ne peux pas vous regarder et regarder à la fois la caméra, donc je préfère vous regarder vous. Pour ceux qui connaissent déjà la SSHA, ce sera une redite. La Société scientifique d'hygiène alimentaire est une vieille société savante qui date de 1904, qui s'inscrit dans le courant hygiéniste du 19e siècle et dont l'objet à l'époque était de développer à la fois la recherche et les connaissances de la population, y compris générale, en tout ce qui est en termes de l'hygiène alimentaire, selon le terme consacré alors, et qu'on appellerait aujourd'hui nutrition, équilibre alimentaire, bien-être alimentaire. Et cet objet-là s'est enrichi au fur et à mesure de ces plus de 120 ans d'existence, des thématiques qui n'existaient pas vraiment encore, ou presque, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la sécurité de l'alimentation, les process de sécurité, les plans de maîtrise des risques, etc. etc. Donc cette société savante, aujourd'hui, comporte une branche formation qui s'appelle l'Institut supérieur de l'alimentation, qui a été montée dans les années 1937, dont la directrice est quelqu'un qui est de plus en plus remise au goût du jour, qui s'appelle Lucie Randouin, qui était une grande dame de la nutrition et qui a été celle qui a, entre guillemets, découvert la calorie ici, parce que ici, avant que cet immeuble, il y avait un bien plus bel immeuble style du Panthéon, et où il y avait 4 laboratoires, hein. En fait, 3 laboratoires destinés à la recherche chez l'homme et une station pour la recherche animale. Mais nous n'allons pas revoir tout cela parce que je serai très longue. En tout cas, sachez que l'objectif actuel de la SSHA, c'est de continuer à faire de l'information et de la formation autour de tout ce qui est alimentation humaine, sous tous ses angles, donc de façon très transversale et pluridisciplinaire, et que pour être plus à l'ordre du jour, nous utilisons aujourd'hui tous les moyens qui sont à notre disposition. Et je suis donc absolument ravie de vous accueillir pour que vous puissiez nous parler de ces interactions chez l'être humain, si j'ai bien compris, entre la prise alimentaire, les sens et le contexte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Et du coup, je salue aussi tous les gens qui sont à distance. Je m'excuse, après, je me mettrai près de mon ordinateur, mais voilà. Donc, juste avant de commencer, ce que je voulais, c'était commencer par vous partager une anecdote qui, en fait, est l'anecdote qui m'a permis de construire cette présentation. Cette anecdote, elle est assez simple. Comme a dit Joël, je suis revenue à l'université au printemps. Et du coup, j'ai eu la chance de changer de maison, donc d'habiter aujourd'hui une jolie maison et surtout avec de très, très grandes baies vitrées qui donnent sur un jardin. Et donc, j'ai pris l'habitude de prendre un café tous les matins, volet ouvert, en regardant le jardin et c'est très agréable. Mais il y a un matin où je me suis dit, c'est bizarre, mon café, il n'est pas comme d'habitude, en fait. Il s'est passé quelque chose. Et pourtant, c'était la même marque, je l'ai préparé de la même façon, je n'avais rien changé, en fait, dans ce café. Et tout d'un coup, je me rends compte que, ah oui, mais en fait, ce matin, c'est un matin très, très automnal, comme on peut le voir quelquefois à Nancy. En fait, c'était très brumeux, assez gris. Et ce n'était pas mon café qui avait changé. C'était juste, en fait, mon environnement qui venait de changer, qui faisait que ma perception de mon café du matin
avait complètement été perturbé. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà aussi arrivé, si vous avez déjà remarqué qu'un produit très simple, en fait, comme la prise du café, peut être complètement perturbé par certains éléments extérieurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ça n'a pas changé. C'est sur le clavier. Sur le clavier, pardon. Sur le clavier? Oui, c'est sur ce clavier-là. Ok, donc je recommence, je suis désolée. Désolée pour l'enregistrement surtout. Du coup, avec quelle flèche? Oui. Il faut peut-être cliquer sur synchroniser avec votre présentateur. Vous cliquez sur la. Ouais. Du coup, est-ce que ça fonctionne? À partir du... C'est bon. Ok, c'est bon. J'ai plus votre présentateur. Bon, c'est pas grave. On a eu des petits problèmes techniques depuis le début de cette soirée, mais on va s'en sortir. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'est ça. C'était, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'effectivement, ce produit très simple pouvait quelquefois changer complètement de saveur, simplement parce que vous le dégustiez dans des conditions différentes? Oui, Oh, oui. ça vous est déjà arrivé, tous? Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas votre palais qui vous trompe, hein. C'est vraiment l'environnement qui fait que votre perception est totalement perturbée, bousculée. Et cet environnement, il peut être lié à des choses très globales, hein, les gens avec qui vous consommez le café, mais aussi à des choses très simples. Je suis désolée, mais je n'arrive pas à passer les slides. Je ne sais pas comment faire pour... voilà. Celui-là? Ouais. Vous mettez dessus comme ça, vous avez juste à appuyer dessus. Donc, j'appuie là. C'est ça, exactement. OK. On va y arriver. Donc, comme je disais, c'est pas forcément tout l'environnement, ça peut être aussi des choses très très simples, comme par exemple le fait d'avoir changé de tasse pour boire ce café, le fait d'avoir une tasse plus lourde, par exemple, plus grosse, le toucher aussi qu'on peut avoir avec la cuillère que vous utilisez, la température de votre tasse et puis aussi la couleur. Il faut revenir en arrière avec la main. Non, mais ça va être la catastrophe hein, pour les gens qui vont regarder. Alors, je suis désolée, normalement, Ils feront des montages après. plus l'habitude de faire des présentations que ce soir. Donc, comme je le disais, effectivement, même la couleur de la tasse peut influencer notre perception. Donc, il y a des travaux qui ont montré que, par exemple, si vous prenez votre café dans une tasse bleue, la perception finale du café sera plus sucrée que dans une tasse blanche. Par exemple, si vous passez sur une tasse rouge, par contre, ça sera une perception plus corsée, plus riche, en fait, au niveau de l'aromatique du café. Dans une tasse brune, au contraire, on a quelque chose qui serait trop fort, trop corsé dans la perception. Bien sûr, toutes ces études sont faites avec le même café dans la tasse. Et si vous mettez une tasse jaune, pardon, dans ce cas, en fait, il ressort que le café semble de moins bonne qualité, un peu plus bas de gamme que ce qu'il était dans sa tasse d'origine blanche ou dans une tasse d'une autre couleur. Donc, ce phénomène est lié au fait que, en fait, toutes nos perceptions sensorielles sont polysensorielles. C'est-à-dire que notre cerveau prend en considération l'ensemble des signaux qu'il reçoit pour pouvoir construire une perception. Et l'ensemble de ces signaux, on le voit sur ce graphe, hein. En fait, on est majoritairement lié à nos signaux visuels. On voit bien que la vision est le signal qui est accessible de façon ultra rapide par notre cerveau. Ensuite, on va retrouver le toucher, derrière le son, l'odorat et enfin le goût. Ce qui est intéressant sur ce graphe, c'est qu'on se rend compte que parmi la totalité des signaux qui nous entourent, on n'a que 1% de ces signaux qui arrivent à notre conscience. C'est-à-dire que 99% de l'information sensorielle est traitée sur un niveau précognitif et absolument pas accessible au niveau de la conscience. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi notre cerveau fait ça?
La réponse, elle est assez simple en fait. Notre cerveau fait ça parce qu'on a besoin d'avoir cette filtration des signaux sensoriels. Si on était obligé d'avoir à la conscience la totalité des signaux sensoriels qu'on reçoit à chaque instant, on serait totalement submergé par l'information sensorielle. Là, par exemple, vous seriez incapable de suivre ce que je dis. Votre perception serait complètement perturbée par le contact de la chaise, de la table, la température de la pièce. Tout ceci viendrait perturber vos perceptions et on n'arriverait pas en fait à se concentrer, par exemple, sur une présentation. Donc, effectivement, notre cerveau joue le rôle de filtre et ce fonctionnement est totalement indispensable à notre vie. Et comme je le disais, on l'a vu juste avant sur le graphe, plus de 60% de l'information sensorielle qui est captée de façon inconsciente est liée à la vision. Donc, nous sommes totalement dominés par la vision. On est vraiment des individus sensibles à tout ce que l'on voit et tout ce que l'on regarde. Donc, ça va se traduire même dans notre langage. Vous avez peut-être déjà remarqué, vous connaissez ces expressions. Dans le langage, on parle souvent de ne pas juger un livre à sa couverture. Les apparences sont parfois trompeuses ou l'habit ne fait pas le moine. Toutes ces expressions, en fait, vous alertent sur le fait que nous sommes dominés par la vision. Et surtout, vous alertent sur le fait que cette vision peut parfois être complètement trompeuse et perturber votre perception. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et au niveau de ma recherche, et des travaux des équipes qui s'intéressent à ce phénomène, on nomme en fait ce phénomène par le terme de transfert de sensation. Donc, c'est le fait d'utiliser une information visuelle pour construire les autres perceptions sensorielles. Le transfert de sensation, qu'on appelle aussi la science des premières impressions, c'est quelque chose qui a été bien identifié, bien étudié, notamment en marketing, avec le professeur Cheskin dans les années 50. L'intérêt de ce transfert, c'est qu'il est complètement universel. On le fait tous. On est tous complètement contrôlés et dirigés par l'information visuelle qu'on reçoit. C'est un système qui est complètement inconscient, qui est précognitif, donc c'est absolument pas, vous ne pouvez pas avoir conscience de ce phénomène. Ça repose sur les interactions entre les sens. Donc l'idée, c'est vraiment de capter toute l'information sensorielle qui nous entoure pour pouvoir construire une perception. C'est parfaitement stable et durable dans le temps. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi? Donc, on a vu qu'effectivement, si on n'avait pas un filtre, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas simplement le filtre qui existe au niveau de nos récepteurs sensoriels? Pourquoi notre cerveau fait aussi ce deuxième pré-traitement de l'information? La réponse, elle est dans l'économie d'énergie. L'objectif du cerveau, c'est d'être extrêmement efficace dans ses actions. L'objectif du transfert de sensation, c'est nous rendre plus efficaces dans nos choix, dans nos actions. Et pourquoi la vision? Parce que dans la vision, il y a un élément fondamental qui est la couleur. La couleur, c'est un élément qui va nous partager des sensations, des émotions. Donc, ce que je vous propose pour illustrer plus simplement ce phénomène à l'importance de la couleur, c'est de regarder cette photo. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette photo? Ça donne faim. Donc, je pense qu'assez facilement, en fait, vous arrivez à ressentir le fruité de la framboise, la douceur du chocolat. On arrive même à anticiper le moelleux, en fait, de ce gâteau, simplement en regardant la photo. Par contre, si j'enlève la couleur, qu'est-ce qui se passe? C'est moins appétissant. Automatiquement, tout s'arrête. En quelques secondes, le phénomène de transfert de sensation est stoppé dans sa majorité. Et donc ça, c'est ce que je disais, c'est véritablement dû au fait que la couleur est un élément fondamental de la vision. Bon, il faut savoir que globalement, pour porter un jugement sur quelqu'un, quelque chose, un environnement, ça nous prend à peu près 90 secondes. Et dans ces 90 secondes, 90% de ce jugement ne porte qu'exclusivement sur la couleur. C'est tout le temps un système très instinctif, en fait. La couleur, ça peut être l'alerte, le rouge du danger, par exemple, pour réagir très, très vite. Ça peut être la maturité d'un fruit.
le fait qu'un fruit soit plus rouge ou moins rouge, bah, ça va vous orienter vers le choix du produit que vous allez déguster. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'importance de cette couleur, c'est de nous aider et de contrôler un peu mieux tous les choix qu'on va faire de façon extrêmement rapide. Donc, comme je disais, le transfert de sensations est apparu au niveau du marketing. Initialement, l'objectif, c'était vraiment de développer des produits, des packaging qui faisaient écho à des sensations chez le consommateur. Mais on a aussi toute une recherche qui s'est vraiment posée la question de mieux comprendre ces interactions entre les sens. Et les premiers, en fait, enfin, le précurseur de cette recherche, c'est le phénomène Bouba-Kiki, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, en fait, cette expérience, elle remonte à 1929. Hein. La première fois qu'elle a été faite, c'était Kohler qui l'a faite. Et il a posé une question très, très simple. Il a montré aux gens deux figures et il a dit bah, qui est Bouba, qui est Kiki. Je vous pose cette même question. Qui est Bouba, qui est Kiki? À droite. Ouais, je mettrai à gauche. Moi. Ouais, Bouba à gauche. Et Kiki à droite. Bouba à gauche et Kiki à droite. Oui. Voilà. Donc Bouba, effectivement, est à gauche et Kiki à droite. Et ça, c'est plus de 95% des gens qui répondent ça automatiquement. L'inverse. C'est toi qui as dit l'inverse? Non, moi j'aurais dit ça aussi. On était tous d'accord? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Oui, c'est la rondeur du son. La rondeur. Bien sûr. Bah, Le lien entre le son et OK. Donc, on a un petit bug encore informatique. Hein. Mais ça aurait peut-être été mieux de poser la question qui est Kiki et qui est Bouba. oui, parce que là, il y a une ambiguïté. Il y a une petite orientation. Oui, d'accord. je sais pas, j'aurais dit quand même la même chose. Oui, on aurait dit la même On chose, l'aurait dit la mais même on chose. évite un biais. Oui, c'est ça, c'est un biais. Un biais qui est dans l'ordre, parce que Bouba est à gauche, Reprendre. le mot est à gauche et la forme est à gauche, Ah oui, tandis que Kiki est à droite et la forme est à droite. Donc, il fallait inverser. Ah, peut-être. Ou faire une pareille. Mais en tout cas, là, voilà, il y a un petit biais. Et là, on va descendre. C'est méchant. Comment je vous laisse. Bah, du coup, là, mais ça ne va pas rester, en fait, la chambre. Donc, cette expérience, en fait, quand on l'a fait, aujourd'hui, avec du recul, alors effectivement, il peut y avoir un biais sur le fait qu'on commence par Bouba et qu'on termine Oui, par Kiki. juste pour éviter ce biais qui, à mon avis, est pas important, mais Ouais. Du coup, il peut y avoir aussi un autre biais. On peut se dire Bouba, B-O-U, bou, la bouche, en fait, Bouba. Peut-être qu'aussi le fait d'écrire, alors que Kiki, des K, un I, on est sur quelque chose de beaucoup plus anguleux. Donc, c'est effectivement des oui, biais mais ça, c'est moins anodin. C'est-à-dire que le graphisme des lettres lui-même, pour certains, est en lien avec le son. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Avec parce que tu voyais le B et le K. Alors, en fait, ils se sont posé la question, ils sont allés faire les tests un peu partout, Bouba Kiki, notamment dans des civilisations qui n'avaient pas justement cette partie écrite comme nous, et le même phénomène ressort. On a exactement la même chose. On a même des études qui ont été faites avec des enfants très petits, de 2-3 ans, en leur demandant simplement qui est Bouba, qui est Kiki, et ils donnent exactement la même association. Donc, c'est bien en fait la sonorité du mot, c'est pas du tout ni son sens ni son écriture, c'est juste sa sonorité, c'est le son en fait qui va être associé à une forme particulière. Donc ça, c'est vraiment été le début de la recherche sur les interactions sensorielles. Ouais. Une deuxième démonstration que vous connaissez peut-être, c'est l'effet Stroop qui a été proposé en 1935. Et donc là, l'idée est de nommer la couleur avec laquelle le mot est écrit. Je propose de faire l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile en fait. C'est très difficile parce que là, en fait, on a une contradiction au niveau de l'information qu'on reçoit et une opposition entre la lecture du mot qui nous donne une couleur et la détection de la couleur dans laquelle le mot est écrit. Et donc, on voit bien que cette incohérence, en fait, perturbe notre cerveau qui a du mal, en fait. C'est une position, en fait, on est clairement dans une dissonance cognitive. Il est dans une position d'instabilité, d'inconfort psychologique.
Et il va tout faire pour essayer de rendre les choses confortables. Et pour lui, rendre les choses confortables, c'est lire directement, c'est beaucoup plus facile que d'aller détecter la couleur exactement. Donc ça, c'est un deuxième exemple très connu des interactions sensorielles. Donc on voit qu'en fait, à nouveau, cette couleur a un sens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir sur des produits alimentaires comment en fait cette couleur évolue. Donc je me suis plus spécifiquement intéressée au lien entre la couleur et l'odeur. Les premiers travaux sur l'existence et la démonstration du lien remontent aux années 80. Donc, ça reste une recherche quand même assez jeune et récente. Et donc, ça, je vous présente les résultats d'une étude qui est assez classique. Donc, l'idée de cette étude, c'est de présenter des solutions aromatisées avec différentes couleurs ou pas de couleurs. Et ce qu'on demande en fait aux participants, c'est d'identifier l'odeur, simplement l'odeur, hein, ils ne goûtent pas, ils doivent juste identifier l'odeur de la solution. Donc, on a 3 solutions. On a une solution orange, une solution à la cerise, une solution au citron. Et donc, on regarde la capacité des participants à bien reconnaître la bonne odeur. Et en fait, on se rend compte que globalement, quand on n'a pas du tout de couleur, c'est le résultat qui est en bas, on est à 37% à peu près de bonne identification. 37%, c'est assez classique en fait. C'est à peu près la capacité moyenne des individus pour reconnaître une odeur. Donc, on est voilà, sans interférence. Si, par contre, j'associe la mauvaise couleur avec l'odeur, donc par exemple, le citron, je le mets dans un verre orange, l'orange dans un verre rouge et la cerise dans un verre jaune, cette fois-ci, je vois que je chute à moins de 28% de bonnes associations. Donc, automatiquement, en fait, j'ai à nouveau cette dissonance, comme dans l'effet Stroop, hein, qui fait que je n'arrive pas à identifier correctement mon odeur. À l'inverse, si je mets la bonne couleur avec la bonne odeur, en tout cas la couleur attendue pour ce type d'odeur, donc par exemple, pour l'orange, je mets une solution orange, pour la cerise, une solution rouge et pour le citron, une solution jaune, là, je vois que je augmente significativement le taux de bonnes associations. Donc, ces travaux étaient vraiment les premières démonstrations. On voit que plus, en fait, j'ai une congruence forte entre la couleur de ma solution et l'odeur, plus, en fait, je facilite l'identification, mais aussi j'augmente l'agréabilité et l'intensité perçue. Donc, j'ai une perception qui est globalement différente de celle que j'aurais si j'ai une mauvaise couleur, donc si je suis sur une dissonance, ou si je n'ai pas de couleur du tout pour m'aider à identifier cette odeur. Et à partir de l'expérience initiale, il y a eu plein de travaux qui ont été faits. Donc, j'ai juste remis les travaux d'Osterbauer qui ont été faits en 2005, où lui s'est intéressé à faire la même expérience en IRM fonctionnel pour voir si effectivement on avait une activation différente au niveau cérébral. Et il a montré qu'effectivement, quand on avait cette bonne association, des activations dans le cortex orbitofrontal principalement, qui étaient beaucoup plus importantes que quand on avait une dissonance entre les couleurs. Donc, on voit bien qu'effectivement, la couleur en soi porte un message. Ce n'est pas un élément décoratif, ce n'est pas simplement un élément esthétique. On voit que c'est un message fort qui est capable de modifier la perception. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de cette expérience, hein, si on regarde qu'est-ce qui se passe, en fait, si j'essaye de comprendre, je me rends compte, donc j'ai d'un côté mes 3 cas, hein, là j'ai pris juste une odeur de cerise, donc j'ai soit pas de couleur, soit une mauvaise couleur, soit la bonne couleur. Qu'est-ce qui se passe pour avoir ces taux de reconnaissance qui varient, hein? Je passe de 37% à 28% et à 70% pour la cerise. Et en fait, je vois que ma perception se construit en différentes phases. Donc, j'ai une première phase dans la perception qui touche ce qu'on appelle l'espace sensoriel. L'espace sensoriel, je suis au niveau de mon récepteur, d'accord? Donc, c'est l'information visuelle et olfactive qui arrive sur les récepteurs. Derrière, je rentre dans la deuxième phase qui est l'espace perceptif. Dans cet espace perceptif, je vais identifier mon odeur, d'accord? Et donc, en fonction du fait d'avoir une couleur congruente ou incongruente, ou pas de couleur du tout, je vais faire des associations initiales différentes. Donc, si je n'ai pas de couleur, je vais m'arrêter en me disant c'est une odeur de fruit. Et ça va s'arrêter là. Si j'ai une mauvaise couleur, enfin, si j'ai le violet, par exemple, je vais dire ok, c'est une odeur de fruit, mais probablement un fruit plutôt violet, en fait, plutôt en lien avec la couleur. Et si j'ai du rouge, je vais me dire c'est une odeur de fruit, mais plutôt un fruit rouge. Et derrière, je vais passer dans l'espace décisionnel pour aller construire ma réponse sémantique. Et c'est à ce moment-là où la difficulté va apparaître.
Si je n'ai pas de couleur, ce que je vais faire, je ne vais pas aller faire une identification, je vais faire une recherche de similitude. Donc, je vais aller chercher dans ma mémoire pour voir toutes les odeurs de fruits que j'ai mémorisées. Et à partir de là, je vais pouvoir… Il y a encore un petit problème technique? Non, c'est bon? Non, ça va. Okay. Donc, à partir de là, dans mon catalogue, je vais aller chercher et je vais finir par identifier l'odeur qui, pour moi, semble la plus proche de ce que je suis en train de ressentir. Si j'ai une mauvaise couleur, je vais aller aussi dans mon catalogue interne, dans ce que j'ai déjà rencontré et mémorisé, mais cette fois-ci, je ne vais pas aller voir toutes les odeurs de fruits que je connais, je vais aller me concentrer sur les odeurs de fruits violets. Et donc, je vais aller chercher dans le raisin, les baies, la myrtille, etc. Et puis, je vais me rendre compte que, voilà, c'est pas exactement, mon souvenir n'est pas exactement en lien avec ma perception. Donc, après, il y a deux choix. Soit, en fait, je donne ma réponse, je choisis la prune, par exemple, donc c'est une mauvaise identification. Soit, je vais ressortir de mon catalogue fruits violets pour aller rechercher dans le reste des fruits que je connais la bonne perception. Et donc ça, ce travail-là, bien évidemment, vous imaginez que ça demande beaucoup plus d'énergie. Il va falloir forcément que je me concentre pour aller rechercher ailleurs l'identification de mon odeur. Et si j'ai la bonne couleur, là, forcément, je suis dans le bon registre immédiatement. Le registre est beaucoup moins important que si je n'avais pas de couleur du tout. Et donc, je vais aller beaucoup plus facilement récupérer ma perception. Donc, voilà l'explication. Je me ferai juste enlever ma veste parce que je suis chaud et une petite salle. Voilà. OK, c'est clair? Quand on fait cette expérience, est-ce qu'on mesure le temps de réponse, le délai? Bien sûr. Et le temps de réponse est complètement différent. Voilà, avec la couleur. Encore plus parlant. Ça marche pas très bien. Dans toutes les expériences de congruence, effectivement, le temps de réponse est systématiquement pris en considération. Parce qu'on va être beaucoup plus rapide. Mais c'est logique, puisque la couleur, en fait, c'est une aide à la discrimination. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a une congruence, il n'y a pas de traitement complexe au niveau du cerveau, la reconnaissance est immédiate, puisque l'apprentissage a fait qu'on relie telle ou telle chose. Il y a un aspect culturel aussi. Mais s'il y a une non-congruence, c'est là où on met en difficulté le cerveau et on passe, on inonde plus le cerveau. Au niveau des infos, il y a plus de réseaux qui sont… Il y a des différences selon les âges? J'imagine que oui, parce que quand on est jeune, on a moins d'expérience et quand on est vieux, on a plus. Exactement, Mais, Mais du coup, après, on pourra en parler dans le myrtille, mais il y a des différences entre les âges. Effectivement, on a fait pas mal de tests sur des grandes planches d'âge différents. De façon surprenante, en fait, quand on est jeune, on rejoint en fait après, quand on est plus âgé, la même perception. Il y a une grosse différence en fait au centre, où là, on est différent des plus jeunes et des plus âgés. Donc, je pense que c'est lié au fait que quand on est jeune, on est très spontané. Une expérience comme ça avec des enfants ne fonctionne pas très bien. Parce que les enfants, en fait, ils vont vraiment faire confiance à ce qu'ils sentent, en étant beaucoup moins influencés par ce qu'ils voient. Alors qu'avec des adultes, forcément, ça fonctionne très, très bien. Je vous parle d'expérience, hein, on a fait ça dans une fête de la science. Tous les enfants ont trouvé les odeurs, tous les profs étaient complètement oh là là, je n'arrive pas à trouver. Donc, c'est assez surprenant. Par contre, quand on vieillit, je pense qu'aussi on a un détachement par rapport à d'autres informations visuelles qui font qu'on revient sur une perception qui est plus centrée sur l'olfaction et du coup un peu moins dépendante de la vision. Donc ça, c'était un peu la base pour moi, ces travaux, tout ce qui avait été fait. Et donc, je suis arrivée en 2004 sur cet état des lieux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, OK, du coup, on a d'un côté, en fait, une odeur qu'on peut qualifier d'invisible, en fait. Et de l'autre côté, on aura la couleur. Donc, comment, en fait, je peux faire le lien entre ce visible et cet invisible? Comment, en fait, je peux réussir à trouver une solution pour pouvoir représenter l'invisible avec quelque chose de visible. Et en l'occurrence, qui a du sens, comme par exemple la couleur. On le sait, hein, c'est très difficile de parler des odeurs. Hein. On n'est pas parti du tout sur le sémantique, parce que de toute façon, si je vous fais sentir des odeurs et que je vous demande de les nommer, en fait, très rapidement, vous venez dans vos souvenirs, ce que ça vous évoque. Donc là, parler des souvenirs, c'est très facile, mais nommer véritablement l'odeur, c'est très, très compliqué. Donc, le point de départ, c'est vraiment ce lien. D'un côté, l'invisible avec l'odeur, de l'autre côté, le visible,
qui, dans la majorité des cas, en tous les cas avant nos travaux, était systématiquement mesuré par du sémantique. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux gens de décrire ce qu'ils percevaient et on récupérait les informations. Donc, la première question que je me suis posée, c'est comment je remplace cette réponse sémantique par la couleur. Donc, la recherche a débuté en 2004. Donc, on a commencé à faire des tas de tests avec des belles palettes. On avait une palette colorée qui avait 72 teintes et on a fait des premiers tests. Pour la petite histoire, les premiers tests qu'on a fait en 2004, c'était sur du fromage. On a travaillé sur différents types de fromages et différents arômes aussi. Et donc, quand on faisait ce test, là, vous avez le résultat, par exemple, d'un test qui avait été fait avec 110 juges naïfs. Donc, on leur faisait sentir, en fait, différents arômes et ils devaient choisir une couleur, simplement. Et quand on regarde le résultat, là, c'est simplement l'association des 110 réponses. Bah, on voit visuellement qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a clairement une association qui ressort. La problématique, c'est que là, c'est beau, mais si je veux faire un peu de science et que j'essaie de mettre des statistiques derrière ce résultat, vous imaginez bien, 72 choix, 110 personnes, c'est insuffisant, quoi, pour avoir le moindre traitement statistique. Donc, on s'est vite retrouvé dans une limitation quant à l'utilisation de cette palette. En plus, cette palette, elle avait un autre problème, c'est que visuellement, on avait un effet, en fait, le regard était attiré. On avait ce cône central qui attirait la vision, qui fait que les gens avaient plutôt tendance à utiliser une certaine gamme de couleurs et pas, en fait, très peu la base. Donc, on s'est dit, là, on a fait les tests par eye tracking. On se dit, il y a un biais aussi dans la façon dont on a présenté les couleurs. Donc, on a beaucoup travaillé, en fait, sur cette palette de façon surprenante. On a passé beaucoup de temps pour arriver en fait à la construction d'une nouvelle palette. Donc, on a fait beaucoup de tests déjà pour savoir quelles étaient les couleurs importantes, parce qu'on a dit que voilà, plus de 70 teintes, c'était de toute façon scientifiquement pas tenable. Il fallait qu'on réduise pour pouvoir avoir des démonstrations qui soient scientifiques. Et du coup, il fallait qu'on trouve aussi une façon, une organisation de ces couleurs qui permette une lecture simplifiée sans bloquer, enfin, en tout cas sans limiter à un type de couleur. Et donc, on a retenu cette organisation en cercle. On s'est rendu compte, à nouveau par eye tracking, qu'on avait une lecture très globale, en fait, de la palette, beaucoup plus efficace que sur les représentations traditionnelles qu'on a sur les représentations chromatiques. Donc, ça a été la première étape, la construction de la palette. Une fois qu'on avait la bonne palette, on a fait des tests, et des tests, et des tests, et des tests, et des tests. Donc, on a fait plus de 25 000 tests consommateurs. Pour vous dire que voilà, on a passé un petit peu de temps pour construire cette base. Mais c'était extrêmement intéressant. On voulait avoir une représentation de l'espace olfactif le plus riche possible. Donc, on a travaillé avec plus de 500 ingrédients qu'on a testés avec des jurys naïfs. On a intégré le côté culturel, parce que bien évidemment, on a un impact culturel dans l'association qu'on va faire entre les odeurs et la couleur. Donc, on a travaillé, alors beaucoup bien sûr à Nancy, on a travaillé en Angleterre en collaboration avec Oxford, on a travaillé à Taïwan, on a travaillé au Liban en collaboration avec l'USEC, et puis aux États-Unis avec l'Occidental College. Ce qui ressortait de ces études sur le côté international, culturel, c'est que tant qu'on restait sur des grandes métropoles, donc des capitales, là où on travaillait, l'effet culturel était présent, mais pas au niveau qu'on attendait, en fait. Il y avait des petites différences culturelles, mais globalement, pas si marquées que ça. Par contre, quand on était au Liban, on a été faire des tests dans des villages montagnards, enfin voilà, très reculés, et alors là, clairement, ça n'avait rien à voir, quoi. Il y avait plus de différence entre le résultat au Liban, entre le village et Beyrouth, qu'entre Beyrouth et Taipei. Donc, ça montrait que effectivement, la proximité d'une culture, d'une universalité de produits, de consommation, a tendance aussi à un peu lisser toutes ces différences culturelles. Donc ça a été la première étape. Et puis derrière, on a montré qu'on avait effectivement des associations significatives
Donc voilà, c'est non aléatoire. Je vous ai mis 3 exemples. On peut s'amuser à essayer de deviner quelle odeur se cache derrière ces 3 patterns. Donc le premier, vous pensez à quoi? Une fleur, voilà, c'est une fleur. Ouais, donc c'est de la lavande. Le second, Le café. Café, je crois. Café au lait. Ouais, café au lait, oui. miel, un peu plus sucré que ça. Vous prenez votre café au lait sucré? C'est du caramel. Ah, oui. Et le côté orangé, là. Ouais. Et le dernier? Ça aussi. D'amande, des petits pois. C'est de l'amande poivrée. Ah. C'est bon. Donc voilà, on a vraiment beaucoup travaillé sur ces représentations et on a démontré, enfin on n'était pas les premiers, vous l'avez compris, hein, la recherche a commencé dans les années 80, mais en tous les cas, on a reconfirmé à travers nos travaux qu'effectivement, il y avait un lien stable, reproductible entre la couleur et les odeurs. Une fois qu'on était là, donc si on revient au graphe de départ, ok, on a la réponse visible, la couleur. On revient sur la caractérisation de la partie invisible, l'odeur. Donc là, on s'est dit comment en fait je peux qualifier ces odeurs pour que je ne sois pas obligée. On a déjà fait 250 000 tests là, pour 25 000 tests pour qualifier simplement 500 ingrédients. Vous imaginez bien qu'en parfumerie, plus en alimentaire, voilà, il y a un nombre infini d'ingrédients. Il fallait qu'on trouve une solution. Donc la première chose, qu'on a faite, c'est de la chromatographie. Donc on s'est dit on va aller faire des chromatos et puis on va voir si à partir de ça on arrive à tirer quelque chose qu'on puisse généraliser, puisque l'idée c'est de pouvoir généraliser. Bon, on s'est rendu compte que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Quand on est sur des odeurs simples, très bien. Quand on est sur des arômes de fraises, quelquefois on peut avoir 100, 200 molécules, ça commence à devenir vraiment très très complexe, quoi. Donc on s'est dit c'est pas la bonne solution. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de nous remettre sur là où on avait à peu près un consensus entre l'odeur et la perception, à savoir les groupements fonctionnels. Alors, il n'existe pas de classification officielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de classification qui dit tel groupement, c'est telle odeur, parce qu'il y aura toujours une exception. Mais globalement, on sait quand même que tel type de groupement chimique a tel type d'odeur. Donc, je ne dis pas que ça fonctionne à 100% des cas, mais dans une très grande majorité de cas, on peut lier le groupement fonctionnel à une perception particulière. Donc, on s'est remis non pas au niveau de la molécule, mais au niveau du groupement fonctionnel. Et ce qu'on a fait, parce qu'on avait besoin d'avoir une représentation, c'est qu'en fait, on a modélisé cette partie ingrédients en développant ce qu'on appelle des chemical fingerprints. Donc, les chemical fingerprints sont des petits modèles qui permettent de représenter la structure chimique d'une molécule en un vecteur. Donc, vous comprenez vite que dès l'instant où on a un vecteur, on va pouvoir faire plein de choses avec, et notamment faire de la modélisation, puisqu'on a une formule mathématique de notre molécule et de notre odeur qu'on va pouvoir derrière utiliser. On a nos chemical fingerprints sur l'odeur, donc on arrive cette fois-ci à représenter mathématiquement notre odeur. On a notre couleur. Ce qu'on avait besoin derrière, c'est d'aller un peu comprendre ce qui se passait au milieu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, sur le graphe qu'on avait vu précédemment, on va avoir différentes étapes. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est la partie perceptive, donc la partie codage de la sensation, et sur le décisionnel, la partie création en fait de la perception, où là, en fait, je vais y mettre mes souvenirs, enfin, mon background, tout ce que j'ai enregistré depuis que je suis enfant. Et donc, pour ça, on avait besoin de faire un petit peu de neurosciences. Donc, on a commencé en fait en IRM fonctionnel. Ce qui nous intéressait, c'était de vraiment comprendre cette partie de lien entre la couleur et l'odeur, et plus précisément l'imagination olfactive. Alors, vous savez qu'on a une imagination sensorielle pour tous nos sens.
À votre avis, quelle est l'imagination la plus facile à solliciter? L'imagination sensorielle. L'odeur ou le toucher? Toucher, vous pensez? Visuel, la vue. Visuel, la vue? Visuel aussi. Ben non, c'est l'audition. Ah. Ben oui, c'est très très facile d'imaginer nos musiques dans votre tête. Une chanson, beaucoup plus facile qu'une image. Rappelez-vous, forcément, vous avez des chansons tout de suite. Vous avez la mélodie dans la tête qui apparaît immédiatement. Ah, c'est à cause du rythme. Ouais, l'imagination sensorielle la plus facile à solliciter, c'est l'imagination auditive. Derrière, c'est l'imagination visuelle, bien évidemment. Et bien sûr, la toute dernière, c'est qui? C'est l'imagination olfactive. Alors, des experts comme des parfumeurs qui ont une grande expérience et un grand patrimoine arrivent à imaginer. Vous avez des parfumeurs qui, un parfumeur, ça ne travaille pas tout le temps sur un orgue comme on le voit un peu dans l'imaginaire collectif. C'est un tableau Excel et ça remplit des informations dans son tableau Excel. Donc, ça veut dire qu'il doit se représenter l'odeur. Quand il associe les ingrédients, il doit être capable de savoir au final ce que ça va donner sans avoir besoin de faire X mélange. Donc, il est capable de solliciter son imagination olfactive. Et donc, nous, dans nos travaux, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'avec un protocole particulier, on arrive aussi à activer l'imagination olfactive de nos participants naïfs et démontrer que notamment la couleur pourra avoir un intérêt pour stimuler cette imagination olfactive. Donc, on l'a fait en IRM fonctionnel où on a reproduit en fait les travaux de Sterbauer qui avaient été faits en 2005 pour montrer qu'on avait effectivement une activation du cortex orbitofrontal principalement. Et plus récemment, on a refait des tests avec du NIRS, donc la spectroscopie proche infrarouge. L'intérêt, c'est que vous comprenez bien que c'est plus facile à faire qu'un IRM, qui est quand même assez lourd en protocole. On n'a pas la même qualité de réponse, mais en tous les cas, on a quand même des données. Et là, on a une publication qui va sortir justement sur le travail de la qualification de l'imagination olfactive en IRS. Donc ça, cette partie-là, elle nous a conduit à mieux comprendre ce qu'on observait. L'idée, c'était de se dire, OK, on a vu des choses, on a démontré, on a des corrélations, maintenant on essaie de comprendre le mécanisme un petit peu sous-jacent à tout ça. Et donc, on est arrivé à avoir une vision un peu globale de tout ce qui était notre perception. La dernière étape qui nous intéressait, c'était de se dire, bon, maintenant, on va peut-être pouvoir essayer de modéliser tout ça pour en faire un outil. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un outil qui soit universel à terme, qui puisse être utilisé pour pas seulement nos 500 ingrédients, mais pour beaucoup plus d'ingrédients. Donc, on a fait de la data science, des modèles pour pouvoir aller voir si ces liens qui étaient statistiquement stables pouvaient être modélisés. Et ça a été le cas. Donc, derrière, on a déposé un brevet et du coup, on a en fait créé, en tous les cas, utilisé la couleur comme un nouvel alphabet. On a utilisé la couleur avec notre modèle. On est capable de qualifier en fait n'importe quelle odeur en couleur. Donc, on s'est dit, on va peut-être en faire quelque chose. Donc, suite à ça, comme vous disiez, on a eu un parcours. Voilà, 2004, le début de la recherche. Le brevet a été déposé en 2012. Et du coup, on a fait 2 ans d'incubation. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. Alors, après, moi, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient, c'est très poétique, en fait, ce lien entre les odeurs et les couleurs, mais bon, il n'y a pas de marché. Donc, clairement, moi, j'y croyais. Donc, on a insisté, on a fait des études de marché pendant notre incubation, mais c'est vrai que sur une innovation de rupture comme ça, sans concurrence, sans rien à mettre en face, ce n'était pas forcément évident. Mais malgré tout, on a pris la décision de créer la société. Donc, on a créé la société en 2014. Et là, ça a été de l'évangélisation. Donc, c'est vraiment prendre son bâton de pèlerin, aller voir les gens et expliquer ce que vous faites. Alors, en tant que chercheur, au début, vous expliquez à quel point votre recherche est magnifique. Bon, ça ne les passionne pas forcément, nos futurs clients. Donc, après, vous apprenez à vous rendre compte que, bon, il faut peut-être leur expliquer en quoi ça peut leur être utile. Et ce qu'on nous disait très souvent, on nous disait, OK, c'est sympa, il y a quelque chose, effectivement, mais en fait, le parfum, c'est que de l'émotion. Le parfum, on peut pas développer un parfum, on ne peut pas parler d'odeur sans parler d'émotion. Donc, on voyait clairement il nous manquait quelque chose. En fait, dans Mirici, ça n'allait pas et on n'arrivait pas, en fait, à s'en sortir comme ça. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de retravailler pour intégrer l'émotion.
Et donc, dans tous les travaux qui étaient faits sur odeur-couleur, on sait qu'on a une composante affective, en fait, dans ce lien odeur-couleur. Donc, on s'est dit, bah, du coup, si on a déjà cette composante affective dans le lien, on va requalifier l'émotion avec la couleur pour faire, en fait, le pont qui nous manquait avec l'odeur. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a, en fait, pris des participants, on leur a montré des mots et on leur a dit, bah, choisissez la couleur. Quelle couleur, en fait, vous associez à cette émotion? Et on a fait ça pour tout un tas d'émotions. Et on s'est rendu compte qu'à nouveau, bien évidemment, tout ça n'était absolument pas aléatoire. On avait des associations significatives entre des gammes de couleurs et les émotions. Et donc, une fois qu'on avait ça, bah, la boucle était bouclée, hein. On a créé ici, cette fois-ci, la technologie, hein, qui était ECOS, qui était la première intelligence artificielle à permettre la prédiction du lien entre les odeurs, les couleurs et les émotions cette fois-ci. Donc, on avait vraiment quelque chose de complet. Donc, la V2 de la technologie a été mise sur le marché en 2018. Ça a clairement accéléré le développement de la société, hein. Derrière, on a été dans des incubateurs, on a été à la maison des startups, Microsoft pour startup, on a été dans un incubateur régional. Et puis, à partir de 2019, effectivement, on a été contacté, on a commencé à travailler avec Givaudan. Donc, Givaudan, qui est le leader en fait, de la création de parfums et d'arômes, que vous connaissez peut-être pas. En fait, ce n'est pas un groupe qu'on connaît très facilement, en tout cas que le grand public connaît, parce que clairement, ils n'ont pas de marque, mais c'est eux qui créent pour les marques, alors que ce soit du parfum de peau, mais aussi tous les parfums que vous retrouvez dans les lessives, les gels douche, les shampoings, qui est le gros du marché. Un consumer product, c'est la grosse partie du marché de la parfumerie. Et donc, en 2021, Givaudan nous a fait la proposition d'acquisition de la société. Et suite à l'acquisition, la proposition, donc comme le disait Joël dans l'introduction, donc moi, j'ai quitté l'université pendant quasiment 4 ans pour aller rejoindre le groupe et enrichir mon expérience. Là, c'est un groupe international, 15 000 personnes, Givaudan, avec des tas de gens complètement passionnés, hein. Le monde de la parfumerie, quand on le voit de l'extérieur, on ne se rend pas compte à quel point tous les gens qui travaillent dans ce domaine sont des passionnés, avec ce que ça implique, hein, ses qualités et ses défauts. Mais voilà, de la passion, de la rigueur. Donc moi, j'ai énormément appris au sein de ce groupe. Et aujourd'hui, la technologie qualifie des milliers de fragrances quotidiennement, quoi. Elle est utilisée quotidiennement, alors que ça soit pour des problématiques de sélection, pour des problématiques de développement marketing, de façon à avoir ce côté un peu holistique, de prédire la réponse émotionnelle d'une fragrance ou faire des analyses de portfolio. Donc, l'outil a été amélioré, on a augmenté le côté des marchés couverts. Aujourd'hui, dans l'outil actuel, et donc il existe pour l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, j'ai mis les détails, la Chine, le Japon, l'Inde et l'Indonésie. Donc, une fois qu'on est là, on se dit, OK, on est content, on a fait l'expérience. Forcément, ces années chez Givaudan, c'était extraordinaire. L'entrepreneuriat, une aventure incroyable, même si comme ça, mais en tous les cas, une belle aventure. Et quand je suis revenue l'année dernière, je me suis posé la question. Alors oui, effectivement, je continue à travailler avec Givaudan, mais moi aussi, pour ma carrière de chercheur, je me suis interrogée sur comment poursuivre, en fait, quoi faire. Et la première chose sur laquelle je me suis interrogée, c'est comment tu qualifies ta recherche, en fait? Comment tu peux expliquer ce que tu as fait? On ne t'a pas compris pendant des années sur deux couleurs, je vais en témoigner. Ça a été quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Et du coup, je disais, il faut que j'arrive à trouver une solution. Le problème de fond de mon approche, c'est qu'elle est complètement transdisciplinaire. Et quand vous faites de la transdisciplinarité de façon très forcée, comme moi je l'ai fait, on ne peut pas vous mettre dans une case, en fait. Et ça, l'université déteste, si vous n'êtes pas dans une case. Parce que du coup, vous n'êtes pas un vrai physico-chimiste, vous n'êtes pas un vrai neuroscientist, vous n'êtes pas un vrai data scientist, vous êtes un vrai rien. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est très, très compliqué de se positionner. Et moi, quand je suis revenue à l'université, je l'ai vécu pleine face, en fait, hein. Vraiment, les premiers dossiers que j'ai redéposés, je me suis fait envoyer directement parce que les gens n'arrivent pas à vous positionner correctement. Donc, comme je ne suis pas du style à me laisser abattre, du coup, je me suis dit, il faut vraiment que tu trouves un moyen de communiquer sur ce que tu fais, en fait. La façon où tu arrives à expliquer ton approche et ce que tu fais.
Et ce qui a fait chez moi vraiment écho, c'est le terme d'ingénierie de la perception. Pour moi, ça a du sens, en fait. Pour moi, l'ingénierie de la perception, c'est vraiment un champ. Alors, c'est un champ je ne suis pas la seule à parler d'ingénierie de la perception. Hein. C'est surtout aujourd'hui très utilisé dans le monde de l'audition, de la musique. Mais on voit qu'effectivement, on peut carrément l'appliquer à nos thématiques. Donc, c'est un champ disciplinaire qui est émergent et qui a pour vocation de combiner justement les savoirs. L'idée, c'est vraiment d'aller modéliser, piloter des expériences perceptives humaines de manière systémique avec la prise en considération des dimensions physico-chimiques, des dimensions physiologiques, cognitives, émotionnelles et le contexte de la perception. Donc, on a vraiment une vision globale de la perception. C'est-à-dire que je ne prends pas que la perception sur un aspect physiologique ou neurophysiologique ou physico-chimique. J'englobe tout ça pour essayer d'avoir une vision un peu globalisée de ce qui se passe quand je perçois. Et donc, je mélange les approches avec de la physico-chimie, avec toutes les disciplines qui sont nécessaires à la compréhension. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et pour terminer, je voulais juste vous parler des deux projets sur lesquels je me suis de nouveau attelée. Donc le premier projet, c'est l'utilisation de ces phénomènes d'illusion sensorielle pour améliorer la prise alimentaire, la consommation. C'est un projet qui est fait en collaboration avec le CNES. Alors, la problématique de départ, c'est que quand vous êtes dans la station, vous êtes en micro-pesanteur. Et en micro-pesanteur, en fait, le souci, c'est que vous avez une accumulation des fluides. Les fluides se redistribuent différemment et s'accumulent, en fait, au niveau du cerveau. Et ça fait comme si vous aviez un rhume permanent très, très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé avec un rhume. Quand on a le rhume, on ne sent plus rien. On n'a plus de sensations. Donc, ces astronautes, en fait, ils ne sentent quasiment rien quand ils consomment. Quand ils passent 6 mois dans la station, c'est des astronautes très haut niveau, bien sûr qu'ils continuent à s'alimenter, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on commence à dire on va envisager des voyages vers Mars, qui sont beaucoup plus longs, clairement, ça devient un vrai problème, quoi. On se dit que s'il n'y a pas de plaisir dans la consommation alimentaire, s'il n'y a pas des moments où on a vraiment on retrouve en fait du plaisir dans cette consommation, on va avoir un souci. Donc la mission de départ, c'était comment en fait réenchanter la prise alimentaire des astronautes. Sachant que les contraintes, c'est qu'ils sont dans l'espace, ils sont de nationalités différentes, ils sont souvent avec des cultures très différentes, ils ont des préférences individuelles différentes. Donc comment je fais pour avoir quelque chose qui fit avec tout le monde en fait. Et la proposition qui a été retenue et sur laquelle on est en train de travailler, c'est une combinaison en fait entre des diffusions d'arômes et de la réalité augmentée. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la perception visuelle à l'aide de la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée nous permet de générer n'importe quoi. Et à partir de là, on associe une diffusion aromatique, c'est-à-dire qu'on part d'un plat qui est un plat standard, par exemple du riz blanc. Et à partir de ce riz blanc, avec la diffusion d'arômes et la réalité augmentée, vous pouvez faire percevoir un riz au chorizo, un riz tandoori ou un riz thaï. Et l'idée, en fait, le système tel qu'il est là, c'est que l'astronaute, en plus, peut complètement contrôler l'intensité de l'arôme qui est libéré et donc il peut ajuster à sa propre perception. Donc il a vraiment quelque chose qui fitera parfaitement à ce qu'il ressent exactement. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui se termine normalement en février de l'année prochaine. Et puis, le deuxième projet dont Joël a parlé, c'est la chaire. Donc, la chaire, en fait, c'est un gros projet de 5 ans qui a débuté là en juillet. Alors, bien sûr, toujours avec Givaudan. Hein, vous aurez compris que c'est mon partenaire favori. Mais dans cette chaire, il n'y a pas que Givaudan. Au niveau de l'université, donc bien sûr le Libio sur la partie physico-chimique, le Lauréat sur la partie modélisation, Interpsy sur la partie neurosciences, et puis la plateforme ECHO de la MSH qui est partenaire, avec des soutiens bien sûr de la région de la métropole pour nous développer. Donc l'objectif de cette chaire, elle s'appelle Fragranceine parce que le SIN, en fait, a du sens. Ce qu'on veut faire, c'est travailler la synergie, travailler la synesthésie. En fait, c'est notre objectif. L'idée de la question qui nous a mobilisés, c'était
Ok, on a appris plein de choses avec mes récits sur le parfum, mais on sait que le parfum, de toute façon, a un lien très fort avec le côté émotionnel. Et donc, est-ce qu'un parfum pourrait nous rendre plus empathiques? En fait, est-ce que ce parfum serait capable de nous rendre plus empathiques? C'était un peu la question de départ. Donc, pour ce faire, on a développé tout un programme de recherche avec l'approche de l'ingénierie de la perception, donc au plus proche possible des environnements naturels. Pour ça, on travaille vraiment dans des environnements sensoriels immersifs où on recrée des situations particulières pour prendre en considération tous les éléments de l'environnement. Ces salles immersives sont des salles scientifiques de recherche, donc on contrôle tous les paramètres, hein, c'est extrêmement important. Et on combine nos approches, physico-chimie, neurosciences, l'intelligence artificielle, pour aller étudier comment, en fait, à travers une combinaison spécifique d'une fragrance, d'un parfum et d'autres éléments, notamment colorés, visuels, dans l'ambiance, on arrive à augmenter, en fait, le bien-être des utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de se dire que le parfum, comme au début, j'ai essayé de vous convaincre que la couleur, en fait, n'était pas que esthétique, mais avait du sens, ben là, c'est la même chose sur le parfum. Le parfum, ce n'est pas qu'un produit cosmétique. Le parfum, en lui, en fait, peut être utilisé comme un outil de bien-être émotionnel et relationnel. Et donc, l'objectif de la chaire, c'est de vous démontrer, de développer des nouvelles méthodes pour arriver à cet objectif. Et donc, pour conclure, la question que je vous laisse en suspens, c'est que peut-être, en fait, l'avenir du bien-être se cache-t-il juste sous notre nez? Peut-être, on aura la réponse dans 5 ans. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Muriel, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup écrit des notes, donc je pense qu'il va y avoir quelques questions. Qu'est-ce qui veut commencer? Tellement de trucs. Ah, je passe le micro. Oui. Qui? On est tellement à dire. Je vais faire la première. Vas-y. En commentaire. Ah, il y a un commentaire. Ouais. Qui dit est-ce que cette présentation rejoint la théorie du food pairing? Ah oui, on peut. Alors oui, effectivement, on s'y est intéressé au food pairing pendant un certain temps. Après, ce n'est pas l'approche qu'on a développée, nous, parce que ça ne faisait pas partie de nos objectifs, mais c'est un peu le même concept, effectivement. Est-ce que vous voulez nous le définir pour que ça soit clair? Ah oui. Le food pairing, c'est le fait d'associer en fait des ingrédients. Alors après, c'est la personne qui est spécialiste. Moi, je ne suis pas une spécialiste du food pairing, hein, donc s'il y a personne qui a commenté, mais c'est d'associer en fait des ingrédients particuliers pour obtenir une stimulation différente, mais de façon liée à la chimie aussi des ingrédients. Enfin, il y a plein d'éléments, que ce soit caractéristiques chimiques et perceptifs, qui permettent de dire que c'est le bon ingrédient associé avec un autre ingrédient, de façon à créer quelque chose de différent, de nouveau et souvent d'innovant. D'accord, c'est pas la cuisine tout simplement, c'est pas la gastronomie. Non, parce que tu as une base chimique très forte, si je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Ouais, je vais te poser la première. Après, je vous passerai la parole. Donc, moi, je voudrais parler de la réversibilité, en fait, odeur-couleur. Qu'est-ce qui est le plus simple? C'est partir d'une odeur et arriver à la couleur ou d'une couleur arriver à l'odeur? Je ne sais pas s'il y a un sens privilégié ou pas. Il y a un sens privilégié. Non, c'est beaucoup plus simple de partir d'une odeur et d'aller arriver à la couleur. C'est très facile de qualifier une odeur avec des couleurs. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle alphabet, parce que cette approche, elle est très simple. Partir de la couleur pour aller à rechercher une odeur, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. Après, il ne faut pas avoir le niveau d'exigence qu'on aurait dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous l'avez vu quand vous avez, sur des odeurs simples, on arrive à identifier la menthe, ça va bien. On a des odeurs beaucoup plus complexes. Dans les tests qu'on avait fait, on avait une odeur de concombre, par exemple. La carte, c'était dans un vert pâle, un petit peu de beige, etc. Les gens nous donnaient tout sauf du concombre. Hein. On avait tout type d'odeur. Ce qu'ils savent très bien faire à partir de la couleur, c'est la famille olfactive. Donc, franchement, c'est très stable. Les gens arrivent à dire ça, c'est une odeur florale, type fleur blanche, ça, c'est une odeur de gourmande. Donc, ça, c'est très facile. Après, aller retrouver précisément la bonne odeur, c'est un peu plus compliqué. Merci. Je rallie à tout le monde pour dire que c'était absolument passionnant. Merci. Et je veux juste faire le lien avec notre prochain Afterwork, qui est le 1er 2026.
6, et qui 27 janvier. donc le 27 janvier, et qui va être consacré à l'aromathérapie. Ah bah, je suivrai avec voilà. grand plaisir. Intérêts et limites, notamment dans le domaine de la nutrition. Donc, en effet, arôme, bien-être. Ouais, quelque chose. Hein. Oui, ce que vous mentionnez, vraiment, la couleur, c'est vrai que c'est édifiant. Lié au goût. Dans mes jeunes années, j'ai commencé dans un laboratoire qui sélectionnait les experts au concours général agricole. Donc, pour sélectionner, ils avaient toute une palette de fioles tout à fait incolores, mais chaque fiole correspondait à une odeur. Et ils notaient comme ça, ils sélectionnaient comme ça les experts qui étaient capables de l'identifier à partir de quelque chose d'incolore. Et j'ai lu récemment aussi, toujours pour les experts, là c'est en œnologie, Ouais, vous l'avez peut-être oh, bah, je vu. la connais très très bien. Oui, Ouais. ils ont inversé les couleurs. Avec vin blanc, vin rouge. Voilà, ils avaient décoloré du vin rouge. Donc les experts étaient persuadés de goûter du vin blanc. Ils étaient complètement déstabilisés parce que les autres arômes étaient là. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Et autre question, là par contre on sort du goût, mais c'est couleur et comment dire, impression, je ne sais pas comment dire ça. Là par contre j'ai lu un article aussi dans Aujourd'hui en France, un journal. C'était un grand. Ressources, Et un grand article, et le titre c'était La voiture prend des couleurs. Ils avaient relié comment dire, la renaissance de certaines couleurs, mais aussi la liaison des couleurs et comportements. Bien sûr, les voitures rouges sont accidentogènes parce que justement, et c'était relié aussi à un autre article, où le rouge est agressif. Donc, il ne faut jamais peindre en rouge sa chambre, sinon on ne s'endort pas. Et le jaune était une couleur assez empathique parce qu'on pense aux pouces, hein, aux agrumes, etc. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais commenter pour l'histoire couleur, goût et comportement. Alors, pour la première partie de votre question sur effectivement ces études qui étaient sorties, alors donc l'idée c'était s'ils avaient un vin rouge, un vin blanc et un vin blanc coloré en rouge, qui avait exactement la même perception que le vin rouge. Cette étude a fait beaucoup plus parce que les œnologues n'ont pas tellement aimé en fait la conclusion, alors qu'elle n'est pas là du tout pour remettre en cause l'expérience, mais juste pour montrer à quel point on est dépendant de ça. Donc même des gens qui ont de l'expertise vont être quand même sujets à cette histoire de filtration du cerveau qui va prendre tous les éléments, une réponse polysensorielle systématiquement. Donc voilà, c'était l'étude de Moreau, en fait, que vous citez, qui est un grand classique. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on en reparle trop maintenant. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle était très, très belle. Si on prend du recul et qu'on regarde les résultats, c'était une très, très belle étude. Après, sur la perception des couleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, toutes les couleurs sont ambivalentes. Elles ont toutes un côté positif et un côté négatif. Toutes. Il n'y a pas une couleur qui n'est que positive ou une couleur qui n'est que négative. Et donc, effectivement, par notre expérience, par notre environnement, notre société, on a des liens qui se créent. Hein. Le lien, en fait, l'interprétation qu'on fait de la couleur, elle est liée forcément à notre propre expérience. Hein. On l'a construit, en fait, cette représentation de la couleur. Et donc, oui, bien évidemment, ça modifie nos comportements. Vous parlez du fait d'éviter de mettre des chambres en rouge parce qu'effectivement, il y a un côté très énergisant du rouge qu'on ne veut pas forcément dans les périodes où on veut s'endormir. Ça, c'est bien aussi qualifié et démontré, quoi. Mais ça revient au fait de dire, prenons la couleur non pas comme un élément esthétique, mais comme quelque chose qui est signifiant, qui a vraiment, qui impacte notre physiologie. La voiture rouge va toujours plus vite. Et moi, j'ai toujours pris des voitures rouges parce qu'elles vont plus vite. C'est vrai, il y a la même étude. Hein. Ah oui, mais c'est parce que le conducteur, mais c'est ça, il y a des tas de biais à. Est-ce que J'étais sur 2 photos, en fait. Hein. Ah oui, mais bien sûr, mais. Passons.
Donc, vos clients, c'est essentiellement des créateurs de parfums. Je n'ai plus de clients. Givaudan Les a clients des du- créateurs Ouais. de parfums comme clients. Je me parfume. Mhm. À chaque fois que je me parfume, je me dis j'ai tort. Ah bon? Perturbateur endocrinien. Oh non. Ah si. Et pourtant, c'est tellement sympa l'idée d'avoir une petite bougie truc-muche et machin. Perturbateur endocrinien. Au cours de l'évolution, il y a eu des parfums dans notre environnement, il y en a encore. Autrefois, les parfums étaient naturels. Bien sûr. Ils étaient associés à des aliments ou à des fleurs ou à des plantes, voilà, ou bien à des émotions d'animaux qui transpiraient, etc. Et ça avait un signe qui permettait aux êtres vivants d'adopter des comportements particuliers Tout à fait. qui visaient entre guillemets, puisque à les protéger et à leur permettre de survivre. Et ça, tout au cours de l'évolution. Et depuis la création de la cuisine, de haute volée, la création des produits chimiques, on transforme et on crée des nouvelles flagrances, etc., etc. En fait, on trompe la physiologie, on trompe les consommateurs. Est-ce que ça nous aide? Je ne suis pas sûre. En tout cas, la cuisine, ça ne nous aide pas. Et parmi mes élèves, alors je suis neurophysiologiste du comportement alimentaire, parmi mes élèves, j'ai eu à 2 reprises des gens qui sortaient leurs aliments et qui mangeaient tout cru. Et ces gens-là étaient malades et ils disaient que les aliments n'avaient pas la même odeur en fonction de leurs besoins, de l'instant T où ils sentaient l'aliment. Le même aliment n'avait pas la même odeur en fonction de l'état physiologique de l'individu qui respirait l'aliment. Et donc, le même aliment n'allait pas fournir le même plaisir à l'individu, au consommateur. Et donc, en fonction de l'état de besoin, ils allaient manger ou ne pas manger tel aliment qui était pourtant toujours le même. Tout ça pour dire que le plaisir alimentaire fourni par l'aliment dépendait de l'état physiologique. Tout ça pour dire qu'en effet, les odeurs, c'est très important, que ça peut modifier les comportements, et le comportement alimentaire, c'est quand même un comportement essentiel. Bien sûr. Et tout à l'heure, quand vous citiez des exemples de réponses données par les gens lorsqu'on leur présente une couleur, verdâtre par exemple, vous avez dit concombre. Moi, je m'interroge, pourquoi faut-il que nos industriels qui fabriquent par exemple du shampoing donnent une odeur de fruits à du shampoing? Pourquoi faut-il truander? Moi, je préférerais que mon shampoing ait une odeur de fleurs. Une odeur de fruits, non. Il y a eu des enfants qui ont mangé du savon, etc. Il y a des choses que je n'arrive pas à suivre les industriels. Et moi, je voudrais que les industriels essayent de ressembler à la nature, parce que la nature, ça fait des millions d'années qu'elle a montré qu'elle était assez efficace pour permettre aux êtres vivants de survivre. Dire avant nous. Merci. Merci Michel. On voit là notre neuroscientifique engagé. C'était juste la première chose que j'avais dit. Avec une pointe de positionnement politique. Et en effet, mais on reparlera ensemble quand tu veux du bon sauvage, du mythe rousseauiste du bon sauvage et de la nature bienveillante. Je dirais que la culture, me semble-t-il, avec toutes ces dérives, a fait qu'on est parti du naturel et qu'on a voulu le transformer. L'être humain a voulu améliorer. Mais là, on peut aller très loin. Voilà. Mais alors, on reparlera des aspects physiologiques de changement de perception, parce que du côté, je suis médecin, du côté humain, du changement physiologique et de l'intégration de la physiologie dans la perception du goût,
Oui, déjà, il n'y a pas de stabilité aussi absolue, mais c'est compliqué. En effet, il faut bien garder une variable stable quelque part si on veut faire des analyses. Sinon, si vous, marche pas. je vous laisse répondre, si vous le pouvez, à ce qu'a dit Michel. Alors, en réponse, je dirais pas. Non, mais c'est pas une réponse, mais c'est plutôt des remarques ou partager ma perception. Moi, je pense qu'effectivement, la nature était très olfactive pendant très longtemps et avec des odeurs très signifiantes. Et on est encore. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment dans notre évolution où justement on ne voulait plus, parce que ces odeurs-là, malgré tout, si vous revenez sur des parfums précédents ou des odeurs précédentes, c'était très intense, très fort et absolument plus acceptable sur un niveau qui aujourd'hui personne n'accepterait ces parfums. Si vous allez il y a des expositions, d'ailleurs, que les Givaudan, on participe sur des anciens parfums, aujourd'hui, ils ne sont absolument pas acceptables. Et d'ailleurs, des parfums qui sont très anciens sont reformulés régulièrement pour justement coller en fait aux préférences de la société. Après, pourquoi on fait des shampoings fouettés? Malheureusement, parce que ça plaît. C'est triste et je comprends bien la position et votre remarque complètement, hein, mais ça, c'est le pouvoir du marketing et on ne peut pas trop lutter contre ça. C'est quand même ce qui dirige le monde, malgré tout. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Et j'ai une dernière remarque sur le fait que, pour avoir travaillé avec les Givaudan, je pense qu'ils sont extrêmement attentifs à la qualité de leur fragrance, sur le côté naturel en fait de leur développement. Enfin, il y a un très très gros travail sur justement s'assurer que si on peut prendre des naturels, on prendra. Si on prend de la chimie, on le fait de façon extrêmement responsable, raisonnable. Enfin, voilà. Pour être rentré dans ce process, on voit que beaucoup plus que ce que les gens pensent. En fait. Ils sont très très attentifs à leur création. Donc ça n'excuse pas tout et ça ne voilà, mais en tous les cas, il y a vraiment beaucoup de travail qui sont faits pour trouver les bons ingrédients et le plus possible dans la naturalité. Givaudan a un Naturality Index qu'ils essayent pour essayer d'avoir des taux de naturalité le plus élevés possible. Après, malheureusement, tout ne peut pas être naturel. On ne peut pas faire tous les parfums avec des ingrédients naturels. Et quelquefois, le naturel, on le sait, n'est pas mieux que le chimique. Donc, il faut faire attention aussi. C'est du chimique, le naturel. Déjà, c'est la chimie, je suis complètement d'accord. Synthétique. Voilà. Synthétique. Voilà, ouais. Si Hervé était là, il nous dirait. Hervé Kiss. Même, enfin, de toute façon, nous sommes faits de chimie et de physique, enfin, de biochimie. Voilà, je ne peux pas aller plus loin après dans le débat, mais j'entends et je comprends. Moi, je ne suis pas scientifique du tout. C'est une approche qui n'est pas très scientifique, sûrement, mais je pense qu'il doit y avoir forcément une corrélation avec le sucre et les addictions au sucre de plus en plus poussées, et le fait qu'on met des goûts, enfin des odeurs qui sont liées à des goûts très sucrés, sûrement dans le shampoing et ce genre de choses. Et moi, je veux dire que donc, moi, je travaille en sommellerie, justement, en restauration. Effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, ça ne fait pas très plaisir et énormément meilleur. Personnellement, moi, je ne suis pas directement sommelier, mais je travaille avec beaucoup de très bons sommeliers, et on remarque qu'effectivement, dès qu'on a une dégustation complètement à l'aveugle, même les plus grands, ont du mal, mais s'y retrouvent plus que quand on va présenter quelque chose de trompeur. Effectivement. Moi, j'avais une autre question qui était simplement pour m'aider à bien comprendre ce que vous faisiez chez Mérici. Vous avez réalisé sur plusieurs régions, c'est bien ça l'analyse, et vous parlez tout à l'heure notamment avec le Beyrouth et un petit village plus loin, des listes très différentes. Du coup, comment vous intégrez ça dans les modèles par région? On ne peut pas, malheureusement. On peut pas. On est obligé de se dire que le gros des produits vendus se fait justement dans les grandes métropoles et c'est surtout vers ce type de population qu'on s'adresse. On serait obligé d'avoir des bases de données énormes, en fait, pour avoir des modèles qui soient capables d'ajuster. Dès l'instant où on est sur de la modélisation, le problème de fond, c'est la data. Et il faut énormément de données pour pouvoir prendre en considération ces variations. Donc, non, dans le ce n'est pas pure. C'est la recherche pure. On le sait. Voilà. Justement, c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez sur la modélisation. L'IA au milieu de tout ça, ça va faire quoi? L'IA prédit. L'IA prédit, en fait. L'IA prédit aujourd'hui, en fait, à partir de. Pardon.
En fait, aujourd'hui, donc, le catalogue de Givaudan, c'est 400 000 fragrances, quelque chose comme ça. Toutes les fragrances sont automatiquement, à partir de la formule, prédites en couleur et émotion. Donc, l'idée concrète, c'est que avec cet outil, vous arrivez à avoir déjà une autre version de l'odeur. Les parfumeurs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Hein. D'un point de vue, la difficulté du vocabulaire dans la parfumerie, c'est une réalité. On peut avoir pour un même parfum des parfumeurs qui ne sont pas forcément d'accord. Les œnologues, à mon avis, ça doit être exactement la même chose. On peut avoir des perceptions qui sont un peu différentes. Du coup, le vocabulaire qui est un peu différent aussi. Donc, l'idée, c'est que la couleur amène une certaine simplicité de représentation et un langage commun plus facile à partager. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, sans faire de test consommateur, vous avez une interprétation affective. Donc, ça gagne de temps. Enfin, voilà, ça a pas mal d'intérêt sur le développement, quoi. J'avais une autre question, je le sens. Vous avez commencé à parler de vos manifs avec l'IRM fonctionnel, mais vous m'avez fait rêver. Moi, en 2003, je suis allée voir plusieurs de mes collègues. Je voulais faire de l'IRM fonctionnel, justement pour voir si des malades qui avaient besoin, par exemple, de vitamines ceci ou d'antioxydants cela, allaient percevoir les aliments crus naturels, allaient les sentir de la même façon que des personnes qui n'avaient pas de carence en vitamines ou en oligo-éléments. Ouais. C'était ça que je voulais faire. Ouais, je ne pourrais pas le faire. Et Givaudan, il pourrait choisir des flagrances, des trucs qui orientent les gens, qui pourraient les aider à choisir ce qui est bon pour eux, vous voyez. Ah, d'ailleurs, oui, fallait que je précise. Non, mais très hard. Hein. non, fallait que je fasse un peu précise un point. Il y a un point sur lequel je n'étais pas du tout d'accord. Ah, allez-y. C'est le fait de tromper. Ah. Et ça, du coup, justement, dans cette approche d'ingénierie de la perception, je pense que le fait de tromper la perception, c'est un élément qui est clé. C'est-à-dire que aucun de mes travaux n'ont jamais eu pour but de tromper la perception de qui que ce soit. Et je continuerai parce que pour moi, c'est extrêmement important, votre remarque. C'est-à-dire qu'effectivement, ces approches-là peuvent être complètement détournées, faire du marketing sensoriel, et du coup, on se dit, mais là, en fait, on me raconte des blagues. Moi, pour le coup, j'ai une éthique très forte sur ces approches-là, et j'estime que ce n'est pas tromper qui m'intéresse, moi. C'est justement ce que vous venez de dire, c'est aider, guider. C'est-à-dire que plus, en fait, on arrive à communiquer avec le consommateur de façon simple, c'était l'origine de Mirici, hein, plus, en fait, avec ma couleur, je suis signifiante, je peux apporter l'information sur l'odeur qui est dans le flacon à mon consommateur, plus je peux l'aider à choisir le bon parfum pour lui. C'était l'objectif. Donc, c'était vraiment des outils d'aide à la décision. Et clairement, moi, je m'oppose à toute approche de marketing sensoriel qui serait là pour modifier une perception dans le but de tromper sur la qualité ou sur je ne sais quoi. Mais c'est extrêmement important. Et ça fait partie de cette approche d'ingénierie de la perception. L'éthique qui va être liée à l'utilisation de ces techniques. C'est très bien, votre éthique. Mais j'ai peur que vous ne soyez pas complètement suivi par tout le monde. Parce qu'on rajoute de la couleur dans le jambon, et ceci et cela. Enfin bon, donc on va refaire le monde. Je redis dans le micro ce que vient de dire Michel Chabert, qu'elle est ravie qu'il y ait une éthique dans ici, mais que ça risque de ne pas être le cas pour tous ceux qui utiliseraient ces travaux. J'allais dire, Michel, le marketing, c'est mais il n'y a pas que le marketing. L'interaction humaine est parfois fondée sur du neutre, sur de l'orientation, mais même si c'est pavé de bonnes intentions, ce que tu viens de proposer, c'est-à-dire que ça aide à aller dans le bon sens et manger ce dont ils ont besoin, ce qui est bien pour eux. Est-ce que ce n'est pas aussi une mode d'orientation manipulatoire? On ne sait pas. Donc, ne soyons pas naïfs. La trinitrine, c'est à la fois les bombes et ce qui sauve quand on a des problèmes cardiaques. C'est comme les couleurs, il y a les deux côtés. Mais ce qui n'empêche que c'est tout à fait passionnant de faire ces liens entre les sensations et
et l'essence, je dirais. Mais c'est vrai aussi qu'on a vu, là, si je prends ma casquette médicale, on a vu quand même qu'il y a des fluctuations déjà à travers les âges dans les papilles gustatives. Je ne parle que des papilles gustatives. Voilà. Mais entre l'olfaction et le goût, il y a beaucoup, enfin c'est plutôt l'autre sens. Le goût s'appuie aussi sur l'olfaction. Mais ce qui est vrai pour les papilles donc, au niveau de la langue, est aussi vrai pour les récepteurs olfactifs. Et il y en a beaucoup plus de sortes différentes. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec l'âge, par exemple, on sait clairement qu'on a de moins en moins de papilles, ne serait-ce que le nombre à la mère. C'est pour ça que les enfants supportent en général beaucoup moins bien la mère que les adultes. Parce qu'en fait, pour eux, il est beaucoup plus fort, mais qu'on ne peut pas comparer, etc., enfin, de façon interindividuelle. Donc, il y a des choses complexes quand même, et je ne parle pas de l'intégration cérébrale, je parle juste au niveau des récepteurs sensoriels, avec des effets de désensibilisation, de saturation, de destruction. Donc, finalement, il faut bien prendre le problème par un bout, et on ne peut pas à la fois regarder ce qui se passe sous le capot et ce qui se passe à l'extérieur du capot, même si, voilà, il y a la fameuse boîte noire après. Voilà, c'était juste, mais ce qui n'empêche que je trouve ça passionnant. Ouais. Tu as d'autres choses à dire, Michel? Oui, j'ai d'autres choses. Tu as le droit, je jouerai à Madame Loyal si tu es trop. Est-ce que vous connaissez les travaux à propos de parfum, les travaux de Japonais qui ont travaillé sur des rats et qui ont enregistré l'activité de tonus sympathique et parasympathique en fonction de certaines odeurs qu'ils faisaient respirer à leurs rats qui étaient anesthésiés, donc ils dormaient. Entre autres, le pamplemousse. Et les premiers tests qu'ils ont fait, c'était le pamplemousse et la fleur qu'on a citée tout à l'heure, la lavande, merci. Et pourquoi c'était Shiseido, le parfumeur, qui avait sorti une pub. Nous venons d'inventer un parfum qui vous relaxe. Alors, mon collègue chercheur, qui était un super chercheur et un grand spécialiste des nerfs vagues, avait dit foutaise. Et il avait décidé d'aller enregistrer ce qui se passait quand il mettait sous le nez de son rat ce style d'odeur. Et alors là, aux surprises, eh ben, ça marchait. Et donc, soit c'était le tonus sympathique qui augmentait, soit c'était le tonus parasympathique. Et avec le pamplemousse, avec des huiles essentielles dans la paroi du pamplemousse, en une dizaine de minutes, on voyait le tonus sympathique augmenter et ça se mesurait dans le dos des personnes qui venaient de respirer et on voyait le dos qui devenait rouge en infrarouge, en infrarouge. Tout ça pour dire que ça peut être plus, quoi. Et donc, c'est vrai que les odeurs, c'est quelque chose de vraiment très efficace. Et sinon, à propos de couleurs, dans les années 80, dans mon laboratoire au Collège de France, on avait fait des expériences avec des pâtes de fruits. Et on avait demandé à un fabricant de pâtes de fruits, c'était toutes les mêmes pâtes de fruits, mais on changeait la couleur. Et on regardait le comportement alimentaire spontané en fonction de la couleur. Et évidemment, ça changeait. Et ils en prenaient moins s'ils estimaient que c'était plus sucré. Et c'était plus sucré si c'était plus rouge ou plus jaune ou plus orange que si c'était vert. Et alors, ça avait aussi une incidence sur le comportement alimentaire du repas d'après. Donc, ça modifiait beaucoup de choses. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Sur la remarque sur l'activité de Shiseido, le fait d'être capable de faire des fragrances aujourd'hui qui ont un côté relax ou alors invigorate ou je ne sais pas quoi, ou happy, ça, oui, bien évidemment, aujourd'hui, ces trois émotions-là sont parfaitement contrôlées chez les parfumeurs. Chez Givaudan, ils ont des patents, enfin des brevets qui ont tourné depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire il faut que je fasse une fragrance happy, je sais comment faire une happy, je sais comment faire une relax, je sais comment faire une invigorate. Pas que sur des odeurs simples, sur des fragrances complexes. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien contrôlé. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Une fois qu'on est happy, relax, invigorate, qu'est-ce qui se passe si je suis
je ne sais pas, je cherche un mot, ça va pas venir. Je cherche une émotion, un sentiment plus complexe que simplement la joie, playfulness, le côté enjoué, voilà, le côté très playful. Comment je le mesure en fait? C'est quoi? Parce que c'est du invigore et tapis en fait. C'est des combinaisons d'émotions simples. Donc l'idée, et notamment dans la chair, hein, c'est ça aussi, c'est aller plus loin sur des choses, des émotions de base, on sait bien faire aujourd'hui. Comment je fais pour aller sur des émotions plus complexes, des sentiments plus complexes, et être capable d'avoir des recettes pour créer ce type de parfum. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et la deuxième remarque qui était sur le fait que quand on change la pâte de fruits, ça peut avoir un impact sur la prise, par exemple, de sucre. Ça aussi, moi j'ai vu pas mal de travaux récemment, et c'est un point qui m'intéresse. Là, pour le coup, je reviens sur l'alimentaire, parce que là, j'ai plus fait trop, mais où effectivement, on sait que ces illusions visuelles, elles peuvent être très utiles pour contrôler des comportements, pour contrôler, alors ça joue sur la satiété, la perception de la satiété, enfin, il y a plein de choses. Rassasiement, on va dire. Là, on a dit, voilà. Pardon, excusez-moi, Spécialiste. c'est ma première. Mais voilà, en fait, on sait qu'avec ces approches-là, on peut aider, on peut contrôler ces phénomènes et avoir un vrai effet sur l'individu. À nouveau, de façon très positive. Est-ce qu'il y a des questions? Mais non, j'ai une question. Je suis en train de redécorer ma maison. Ouais. Oh, génial. Je mets quel papier et quelle odeur On m'a invité à boire l'apéro et puis je vous dis. Aussi la décoration d'intérieur. C'est excellent. Je crois, Camille, qu'il n'y a pas de questions, il y a des questions. Non, on a juste un article, quelqu'un qui a partagé un article sur le food pairing. D'accord. Mais sinon. Et un article, une définition. Exactement. Si vous avez une définition, bref, je suis d'accord pour que vous nous la lisiez. Donc, il y a quelqu'un qui dit food pairing égale concept d'association d'arômes pour augmenter les chances d'être appréciés. Ces arômes sont représentés par des couleurs. Et donc, il nous partage un article de food pairing. Donc, voilà, avec plus d'informations si vous voulez, je pourrais. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur les gens qui sont en mission? Non. Merci et bravo pour cette présentation. Juste une petite question ou une petite remarque. Le bleu n'est pas une couleur très alimentaire. Dans la nature, il n'y a pas de produits comestibles bleus. C'est très peu. Donc, du coup, les emballages sont très peu de couleur bleue. Dans le lait, quand même. Non, oui, il y en a. Le sel, le lait, le thon. Il y a quelques emballages alimentaires qui sont de couleur bleue. Est-ce que vous avez une remarque à faire sur le bleu, l'appétence du bleu, parce que quand vous faites vos tests, il va y avoir des fois des pâtes de fruits colorées en bleu. Alors j'imagine qu'elle arrive en dernière position. Oui, tout à fait. Vous avez complètement raison. Le bleu est très peu représenté naturellement en alimentaire. Artificiellement de plus en plus maintenant, notamment avec les boissons énergisantes qui ont pris le créneau en fait, parce que justement c'était une façon de se démarquer de tout ce qui existait déjà sur le marché. Et nous, quand on voit du bleu apparaître, c'est plutôt effectivement les valeurs, alors soit émotionnelles, donc le calme, la relaxation, toutes ces valeurs-là qui sont apportées, soit environnementales, puis c'était la mer, l'océan, voilà. Le ciel, effectivement. C'est la symbolique de la couleur qui est utilisée et non pas le lien direct avec la perception. On a parlé beaucoup de couleurs, mais au niveau auditif, hein, donc tu n'as pas trop parlé, Myriam, je ne sais pas s'il y a beaucoup de travaux sur ce côté-là, donc on connaît bien les crackers, on sait pourquoi ça s'appelle crackers, c'est du riz. Il suffit de les humidifier un tout petit peu, de changer l'activité de l'eau, et si on ne les aime plus, parce que longtemps c'est le même produit, et ça craque, il y a peu de croustillant. Donc, est-ce qu'il y a des travaux sur ces aspects-là? Oui, je pense que oui. Merci. Oui, il y a plein de travaux, même si l'audition reste quand même très compliquée à étudier. Hein. Oui. Le problème de l'audition, c'est que on n'a pas de blanc. Donc, on ne peut pas, en fait, si on se bouche les oreilles, c'est encore pire. Tout est
Et c'est très, très, très compliqué de travailler dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le croustillant, le craquant, le croquant, donc ça, on a pas mal de travaux. Après, il y a des travaux, et moi, c'est ce qui m'intéresse, où le fait d'ajouter des bruits de mastication, par exemple, notamment sur le CNES, le fait d'ajouter des bruits de mastication permet de changer la perception. Là, on n'est pas sur, enfin, on adapte, en fait, on ajuste la perception qu'ils sont en train de ressentir en ajoutant ces bruits de mastication. Non, bah, c'est pas. C'est plus délicat. Mais, parce que moi aussi, je porte pas. Ça me faisait penser à quelque chose. Vous travaillez avec donc les astronautes pour la nourriture qui retrouver le plaisir à manger dans les années à suivre. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de difficultés par rapport à la texture de ce qu'ils peuvent emmener, notamment tout ce qui fait des. J'ai porté grâce au cracker, ce qui est des miettes, on peut s'infiltrer, etc. Comment vous, avec votre appareil donc, de réalité augmentée, vous allez. Est-ce qu'il n'y a pas une limite justement par rapport à la texture? Est-ce qu'on peut faire croire au cerveau, même grâce à la réalité augmentée? Je viens de répondre en fait. Oui, voilà, ça fait partie de cette approche-là. C'est effectivement, il y a des limitations sur ce qu'on est capable. Enfin, effectivement, il y a des limitations sur ce qu'on est capable d'apporter dans l'espace. Et donc, l'idée, c'est d'apporter l'information de façon un peu différente. Et nous, on le fait avec l'audition et la vision aussi, en rajoutant des éléments sur le côté réalité augmentée pour donner l'illusion de la perception de textures différentes. Une dernière question? Je vais ici. On est dans les... Oui, oui. Donc, merci beaucoup, Muriel. On a largement dépassé, mais c'était vraiment très, très intéressant. On avait beaucoup de questions. Je crois qu'il y en a encore beaucoup parce que j'ai vu qu'il y avait au moins 3 pages. Hein. Et donc, on peut encore t'applaudir une nouvelle fois, hein, Muriel. Merci beaucoup. Donc, je vais donner rendez-vous à tout le monde, donc les personnes qui nous écoutent, les personnes qui vont nous suivre ensuite sur la chaîne YouTube, et puis donc en lien avec la SSHA, donc pour le prochain After Rock, donc le 11e qui aura lieu le 27 janvier. Donc on va parler d'aromathérapie et nutrition. Et puis le suivant, donc le 12e, ça sera le 12 mai, on va parler du vin. Alors vin sans alcool, on ne sait pas trop encore, hein, la réglementation, mais là il y aura également un certain nombre de saveurs. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci aux personnes qui étaient donc en vidéo et puis donc aux personnes qui vont nous suivre après sur la chaîne YouTube. Merci Muriel. Merci à Muriel. Je vous propose de rester quelques minutes encore pour ceux qui peuvent. La relation entre le sensoriel et puis... voilà. On va passer aux travaux pratiques. Voilà. Alors, à propos de travaux pratiques, quand j'étais au Collège de France, il y a des étudiants en cinéma qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « il faut qu'on fasse un film autour de la couleur. Et, vous auriez pas une idée, couleur, prise alimentaire ?» Alors si, on avait justement une couleur, c'était dans les années 80.